je suis Olivier Benin, je suis géographe au laboratoire Ville Mobilité Transport, donc je suis IFSTAR, mais le LVMT est une UMR qui associe aussi l'Université Marne-la-Vallée et l'École des Ponts. Voilà, et donc c'était sur les questions en fait de lien entre la demande sociale, en demandant un peu ce que ça veut dire exactement, et puis les questions de recherche. Donc dans notre groupe, on avait une grande majorité d'IFSTAR, 2 EIVP et 1 UPEM. Donc évidemment, on prend tout de suite une petite précaution. Ça va être un point de vue IFSTAR. Et pourquoi c'est important de le préciser, c'est que l'IFSTAR est un institut de recherche finalisé et de recherche thématique sur les transports, l'aménagement, les réseaux. Donc logiquement, quand on se présente comme ça, on essaye quand même de répondre à quelques questions de société et pas uniquement produire de la connaissance pure sur les sujets qui nous amusent. Alors, ceci étant, on contrebalance un peu ça par le fait qu'on avait dans le groupe des chercheurs en SPI et en SHS, donc un peu plus de diversité à ce niveau-là. Alors, les premières choses, c'est de se demander au fond, qu'est-ce que c'est que cette fameuse demande sociale? C'est vrai que c'est à la mode, on parle beaucoup de demande sociale. Qu'est-ce qu'on met derrière ça? Et donc, ce qu'on a proposé comme définition, c'est de dire, c'est les attentes des citoyens au sens large, mais ces attentes sont déjà relayées par différents acteurs à différents niveaux. Alors, on peut dire que finalement les relais démocratiques, eux, existent depuis très longtemps, c'est-à-dire que les ministères, puisqu'ils sont pilotés par le politique qui est lui-même dans un système de démocratie représentative des citoyens, eh bien, se font quand même un écho légitime de cette demande sociale, mais il y a également d'autres acteurs qu'on peut prendre en compte, et notamment différents niveaux de collectivités territoriales, des acteurs économiques comme les entreprises, des acteurs institutionnels, associatifs, comme donc les associations, les ONG, les syndicats, etc. C'est-à-dire qu'on a voulu prendre ce terme de demande sociale comme l'ensemble de ce qui peut remonter comme écho des besoins, attentes des citoyens. Alors, cette prise en compte de la demande sociale, évidemment, est plus ou moins pertinente selon les types de recherche, c'est-à-dire que quand on est par exemple en sciences humaines et sociales, bah forcément si on travaille sur la société, on ne peut pas être totalement aveugle et sourd à cette demande sociale. Ça peut être peut-être plus compliqué si on est sur un sujet très technique, très pointu, qui peut paraître un peu plus éloigné. Donc évidemment, cette demande sociale se traduira de manière différente. Et puis également, elle peut être prise en compte au niveau un petit peu institutionnel, comme c'est le cas par exemple avec un organisme comme l'IFSTAR qui négocie un contrat d'objectifs et de performance avec sa tutelle. Donc a priori la tutelle ne sort pas les sujets qui lui passent par la tête, mais essaye de se faire le relais de sujets qui sont importants pour la société. Donc c'est une image de la demande sociale. Mais évidemment, dans d'autres types d'organisations, comme par exemple l'université, il n'y a pas ce type de mécanisme, et c'est les chercheurs ou les laboratoires qui l'intègrent directement dans la construction de leur questionnement et de leurs problématiques de recherche. L'autre point, c'est que on s'est dit que la demande sociale, ce n'était pas uniquement quelque chose qui pouvait servir à alimenter les questions de recherche, et puis ensuite, au revoir, on se coupe de la société et on s'enferme dans la tour d'ivoire, mais qu'on pouvait avoir également des démarches de co-construction et de co-développement des recherches avec soit des citoyens, soit différents groupes institués. C'est notamment ce qui se fait dans ce qu'on appelle la recherche-action, dans les living labs. C'est dans l'air du temps et c'est quelque chose à prendre en compte parce que, effectivement, ça peut être fructueux pour certaines problématiques. Alors, on s'est demandé de manière un peu plus pratique, maintenant, puisqu'on forme une nouvelle université, si on s'intéresse à ce champ-là, si on estime que c'est important et que ça peut servir, comment est-ce qu'on peut intégrer cette dimension dans l'établissement? Alors la première question, c'est pourquoi le prendre en compte? Je le disais peut-être de manière un peu rapide, une partie d'entre nous le font, intègrent cette question soit indirectement, soit à titre individuel, mais est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Alors d'abord, à mon avis, on peut mettre en avant un point important qu'on a dégagé dans le groupe, qui est que ça permet d'asseoir le positionnement politique et stratégique de cette future université. Donc c'est une université qui aura pas mal de tutelles a priori, puisqu'il y a déjà le ministère de la Culture, le MTES, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la ville de Paris, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, j'espère que j'en oublie pas. Donc ça fait déjà une diversité de tutelles. Donc
avoir un positionnement d'un établissement qui soit vraiment à l'écoute de la société au sens large à travers différents relais, différents canaux qui ne se limitent pas forcément à ces tutelles que je viens de citer, peut aider à asseoir sa position, sa légitimité et son programme scientifique. Ensuite, l'autre point, c'est qu'évidemment, cette pluralité de tutelles, c'est aussi des cultures différentes, et donc c'est une richesse dont on pourra tirer parti. Alors d'un point de vue scientifique, on peut se dire, au fond, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la société? Pourquoi est-ce qu'en tant que chercheur, on se présente souvent comme des sachants, donc pourquoi est-ce que, étant sachant, on a besoin d'aller écouter ce qui pourrait remonter? Alors, on a mis en avant 3 points. Le fait qu'il peut y avoir des signaux faibles qui peuvent nous provoquer dans nos sujets et du coup nous inciter à nous engager dans du ressourcement scientifique. Donc sortir un peu des avances mainstream, avoir un coup d'avance sur différents sujets. Ce qui du coup après est intéressant également quand on va répondre aux appels à projets, quand on va vouloir faire valoir nos recherches. Alors, il y a toujours la même question de la pluridisciplinarité qui revient, mais c'est vrai que si on veut décloisonner les savoirs, c'est intéressant de discuter entre nous, entre différentes disciplines, mais en général ça tourne court ou ça blablate. Si on a la possibilité de faire ça à partir de besoins concrets de la société, il y a moyen de nourrir beaucoup plus ces échanges et de les faire atterrir. Et puis le dernier point, c'est qu'on a quand même un certain nombre de disciplines, notamment je parlais des sciences humaines et sociales, où le corpus scientifique, le corpus théorique, entre guillemets, on parle de théorie, se construit au contact de la société. Et donc on ne peut pas, évidemment, ignorer cette demande sociale. Dernier point, je l'ai déjà mentionné rapidement, mais c'est que vous avez tous remarqué que quand on répond à des appels à projets, que ce soit ADEME ou Europe, mais aussi peut-être de plus en plus ANR, on demande toujours les partenaires économiques, les collectivités, etc. C'est-à-dire que c'est indispensable de pouvoir faire la preuve dès l'appel à projet qu'on a au moins des acteurs intéressés en dehors de la sphère de la recherche. Alors, étant donné qu'on a vu d'abord les bénéfices ou les enjeux, on va essayer de contrebalancer un peu. Et donc, évidemment, le premier problème, c'est que prendre en compte les attentes de la demande sociale, il va falloir voir comment on le fait. Et autant dans un établissement comme l'IFSTAR qu'un EPST, il y a une notion de programmation de la recherche et de direction scientifique, à l'université, ça n'existe pas, la programmation scientifique. Donc il va falloir trouver une façon intelligente de le faire qui s'adapte aux différentes pratiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas parce que la société le veut que c'est une bonne question pour nous en tant que chercheurs. Et donc il faut aussi pouvoir dire non, c'est pas le moment, ou non, on ne peut pas vous répondre assez rapidement, ou non, la question que vous posez, vous la posez avec la réponse dedans et on risque de vous décevoir parce qu'on va montrer le contraire de ce que vous attendez. Donc vous voyez qu'il y a aussi une nécessité de conserver une indépendance totale vis-à-vis de ces questions. C'est-à-dire les questions sociales peuvent nourrir les problématiques de recherche, mais on ne doit pas être inféodé et se transformer en super bureau d'études qui répond en permanence aux demandes qui vont émerger dans l'air du temps. Voilà, alors ensuite, on s'est demandé comment est-ce que concrètement on peut mettre ça un peu plus en œuvre. On est parti du constat que d'abord, déjà, ça existait à travers les appels à projets, à travers la stratégie nationale de la recherche, à travers différents programmes. Et donc finalement, la question principale qu'on s'est posée, elle est un peu double. Elle est d'abord comment, comme je le disais, ne pas être uniquement en amont du montage des projets, mais jouer ce jeu de sciences-société dans la durée. Et puis le deuxième, c'est que c'est un peu complexe, ça demande d'aller chercher des nouveaux partenariats, ça demande de savoir répondre à des appels d'offres avec une certaine phraséologie. Vous savez par exemple qu'il y a une langue un peu particulière pour répondre aux appels européens, et puis il y a des bureaux d'études qui la maîtrisent très bien et qui font du rewriting de ces appels. Donc voilà, très concrètement, on pourra se poser des questions de savoir si, pour répondre à des appels intégrant de manière très très importante des interactions avec la société, on est vraiment outillé, nous, en tant que chercheurs, pour le faire, ou si on n'a pas besoin de se faire aider. Et on arrive à la dernière diapo, normalement, qui sont les propositions d'action concrètes pour l'université cible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer sur ces trucs-là si on a envie de le faire? Alors, le premier point, c'est que quand on parle de dialogue, sciences-société, quand on parle d'interaction, quand on parle de demande sociale, ça nécessite finalement, au fond, de sortir un petit peu de la communauté scientifique à laquelle on est habitué, c'est-à-dire les journaux, les scientifiques, etc., les conférences. Alors ça nécessite d'identifier finalement les sujets sur lesquels on va devoir
communiquer ou avancer, les façons de communiquer, les façons d'aller vers le grand public, ce qui n'est pas forcément très facile, d'autant plus qu'il y a déjà tout un tas de dispositifs qui existent, qui fonctionnent plus ou moins bien. Alors on en a repéré un, c'est le système des boutiques des sciences, qui existe à l'Université de Lyon, qui existe aussi aux Pays-Bas, où il y a un lieu physique comme ça, où il peut y avoir un dialogue entre citoyens et chercheurs sur différentes questions. On s'est dit ensuite qu'il faudrait organiser quelque chose qui pourrait être des journées thématiques qui soient vraiment tournées vers l'extérieur, c'est-à-dire une présentation des résultats avec une vraie volonté de vulgarisation, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire d'être capable de rendre notre discours et nos concepts accessibles aux citoyens avec un dialogue, c'est-à-dire avec la possibilité d'avoir des retours sur ce qu'on a présenté et du coup une amélioration continue d'un certain point de vue de ces programmes de recherche. Et puis j'en ai déjà parlé, la question du soutien opérationnel au montage, alors soit de projets, soit de manifestations, c'est qu'évidemment, faire ce genre de choses, ça ne s'improvise pas, c'est une logistique assez lourde. Vous savez tous qu'en tant que chercheur ou enseignant-chercheur, on est déjà complètement débordé. Donc si on se met une nouvelle charge de travail, forcément, ça va être un petit peu compliqué. Alors ça peut passer aussi par des moyens un peu différents. On a mentionné ici sur le transparent la possibilité d'avoir une revue de presse thématique sur les questions qui nous intéressent. Alors la presse, à travers les médias, c'est un relais particulier de la demande citoyenne, mais il existe et à ma connaissance, ça n'existe pas dans nos établissements. En tout cas, ça n'existe pas à l'IFSTAR. Et c'est un moyen assez simple de suivre l'évolution de l'image dans les médias d'une partie de cette demande sociale. Et puis le dernier point, c'est qu'en interne, on a quand même déjà beaucoup de richesses. Et donc, comme toujours, il va falloir réussir à mobiliser ces richesses, à partager, à construire une culture commune, c'est-à-dire à être capable de s'ouvrir et d'aller vers des labos qu'on ne connaît pas forcément ou avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. C'est pour ça que finalement, pour résumer, le premier truc, c'est de ne pas commencer à se précipiter vers une nouvelle technostructure qui viendrait se rajouter à l'université et qui réglerait ça de manière magique, mais partir des forces dans les labos, sans se faire d'illusions sur le fait qu'il y aura quand même besoin de moyens supplémentaires, hein, puisque si on commence à organiser des événements, à faire des choses comme ça, on ne va pas le faire en plus de notre travail. Mais finalement, le plus important, c'est que si on se lance dans ce dispositif, et on pense que ça vaut la peine, eh bien, ça doit vraiment être une politique volontariste de l'établissement. Je parlais de la culture de la programmation scientifique qui n'a pas forcément, qui n'existe pas du tout à l'université, qui est sans doute divers dans nos établissements. Là, on est sur quelque chose peut-être d'un peu plus neutre de ce point de vue-là, mais qui a la possibilité vraiment d'insuffler une identité et une dynamique scientifique dans l'université. Et je crois que c'est le dernier transparent. Et donc la prochaine rencontre, ça sera l'atelier 6 de Lézier. Lézier, pardon. Merci beaucoup. On peut prendre une ou deux questions maintenant que l'atelier numéro 2, donc publication et visibilité internationale, se prépare. Est-ce qu'il y a éventuellement une question? Nous laisserons toutes poser à l'essai. Donc, je suis Merveille de Chalanda, j'appartiens à la direction des affaires européennes et internationales de l'IFSTAR et je suis basée à Bruxelles, c'est pour ça qu'on a une belle étiquette IFSTAR à Bruxelles. Donc j'ai participé à l'atelier numéro 2 qui était dédié à la publication et la visibilité internationale, le rapport entre les deux, c'est-à-dire comment les publications contribuent à cette visibilité internationale qu'on appelle de nos voeux pour l'UCID. Alors tout d'abord, quelques rappels sur ce qu'on a défini comme étant l'écosystème de la publication scientifique. La base, c'est la publication du chercheur, c'est vraiment le socle. À la fois, il sert au chercheur à exprimer et matérialiser le fruit de sa recherche. Il sert évidemment à son évaluation et il sert également à la renommée, il sert son institution. Donc il y a à la fois une dimension personnelle
mais aussi une dimension institutionnelle. Ces publications, généralement, ce sont des publications de rang A, mais ce n'est pas obligatoire en soi. On a parlé d'une richesse à valoriser, non seulement à travers la publication, mais à travers également d'autres éléments qui sont consubstantiels, les données de recherche, les conférences et autres éléments. Voilà. Alors, on a distingué dans la publication deux axes, deux options qui sont d'ailleurs, qui ne s'opposent pas, qui sont complémentaires. La première à travers le système des bouquets de revues des éditeurs qui obéissent à des règles commerciales que certains connaissent bien, des règles et des contraintes commerciales. Ces revues sont majoritairement anglophones, elles dominent le marché. Quand on publie, c'est principalement à travers ces revues-là. Ensuite, il y a le phénomène des données ouvertes qui grandit, qui prend de l'importance. Donc, à la fois, c'est un système d'archives. Il y a aussi des soutiens politiques, soutien de la France, soutien de l'Europe également. Hein, le commissaire Moedas, commissaire à la recherche de la Commission européenne, c'est vraiment son credo, les droits hauts, libres, donc c'est vraiment très très important. Et on a distingué pour, si ça vous intéresse, la voie verte, la voie dorée, je ne rentrerai pas dans le détail pour rester dans le temps qui m'est imparti au niveau de la publication. Donc on a dit, ces publications, c'est essentiellement des publications de rang A, mais pas seulement, et en particulier le Haut Comité à l'évaluation n'oblige pas, enfin il n'y a pas d'impératif à publier dans une revue de rang A. Ce qui compte, c'est qu'elle prenne sens et qu'elle valorise les travaux de recherche. Dans les grands principes qu'on veut souligner dans la perspective de Lucible, donc il y a ce principe de publication dans les revues, le fait de développer une politique d'open access pour la valorisation à la fois des chercheurs mais aussi de l'institution, cette double dimension que je mentionnais tout à l'heure, qui doit reposer évidemment sur la pleine adhésion des chercheurs. On va les obliger, on ne peut pas aller contre eux, c'est vraiment les chercheurs qui sont à la base de tout ça. Au passage, dans la composition de l'atelier, on a bien regretté qu'il n'y ait qu'un chercheur, qu'il y ait comme d'autres fois une dominante IFSTAR et une dominante en fait de spécialistes de la question de l'information scientifique et technique. On a discuté aussi de cette logique des réseaux sociaux qui pouvait amener les chercheurs à se rapprocher les uns des autres, mais en même temps qui pouvait mettre en risque leurs travaux, notamment à travers l'exploitation des grandes sociétés américaines ou des sociétés éditrices qui peuvent également s'en emparer. Ce qui nous paraît intéressant, c'est d'inscrire en fait cette politique de valorisation pour Lucible dans une politique de soutien national et international. Et tout ça intervient dans un contexte où le rôle de classement des universités est un phénomène très contraignant. Et Lucible veut s'inscrire dans ce système-là, donc les publications en font partie. Alors, quelques propositions pour la mise en place d'une production de Lucible qui la rende visible. On a distingué des actions à court terme d'actions à moyen terme. Dans les actions à court terme,
La signature UCIBL et comment on la fabrique, comment on la construit est un élément important. L'identifiant du chercheur, un identifiant unique qui est mis en place déjà à certains endroits, qui nous permettra une meilleure exploitation en fait des publications et du contenu de ces publications. Un dépôt obligatoire pour inscrire vraiment l'institution dans une politique d'ouverture, une politique open access, open data, et puis des investigations sur les frais de publication pour mieux maîtriser les frais qui sont liés à ces publications dans les revues commerciales. À moyen terme, on a défini la nécessité de construire et développer une architecture UCIBL. Il y a des questions qui sont liées à ça. Les moyens pour susciter l'adhésion des chercheurs et l'accompagnement. Alors là, il y avait ceux qui étaient du matin qui voulaient un café data, ceux qui étaient de l'après-midi qui voulaient un goûter data. Bref, tous les moyens d'échange entre les chercheurs et les spécialistes de l'IST sont importants. Des tutoriels et la politique des APC, c'est un autre aspect. Il y a des compléments? Non? Goûter, êtes-vous goûté ou êtes-vous petit déjeuner? Alors, quelques questions qu'on a identifiées qui seront peut-être traitées pour le prochain atelier, mais pour l'instant, on ne va pas les prendre en compte dans le détail, mais ce sont des questions qu'on a posées, qui ne sont peut-être pas complètement formalisées dans leur façon de les rédiger. Et puis, donc, quelques préconisations à ce stade. La préconisation d'un groupe de travail qui réunirait les chercheurs, les spécialistes d'IST, les spécialistes de sciences et sociétés, les documentalistes, pour régler beaucoup de questions encore ouvertes sur l'harmonisation de nos façons de travailler afin d'être plus efficaces dans ce domaine. Une prise de position claire de l'UCIBL en faveur de la science ouverte et la valorisation des chercheurs, notamment en utilisant les données de recherche. Voilà, merci. Des compléments peut-être par les spécialistes. Alors, juste une ou deux questions, le temps que la présentation de l'atelier suivant se prépare. J'ai une question par rapport à ce discours de l'open data, de la science ouverte, etc. C'est quand même un vrai problème, c'est que ça s'appuie sur le fait qu'on accepte l'idée qu'on va payer à des multinationales américaines des redevances délirantes qui maintenant nous sont imposées en plus par le ministère. Ça, personne ne le remet en cause, et on va tuer tout le réseau qui est plus ou moins associatif pour les revues dans mon domaine. On gère des revues gratuitement, de façon bénévole, et on tient avec des bouts de ficelle, avec des subventions, et on va nous dire, vous publiez dans une revue française, vous devez la rendre en libre accès, donc plus personne ne va acheter les revues en question, les bibliothèques vont arrêter de s'abonner à ces revues, Cairn va disparaître, et donc pour nous, nos étudiants n'auront plus accès à la revue scientifique, parce que quand vous parlez des trucs de catégorie A, ça ne marche pas, ça marche dans quelques disciplines qui se sont pliées à ce genre de choses. Quand vous êtes spécialiste de tibétologie, eh ben, votre revue, elle est lue par 50 personnes dans le monde, mais elle est quand même excellente. Et moi je ne suis pas tibétologue, mais ce que je veux dire, et donc en fait, ce côté normatif qui nous est imposé par l'Union européenne, en l'occurrence, qui se fait le relais, on a réussi à imposer le fait que maintenant le ministère prend sur le budget la dotation des établissements, nous prenne un abonnement à des revues qu'on n'a pas choisies, parce que maintenant c'est prélevé carrément sur la dotation, on a une ligne, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros sur la taille des universités, et dans le même temps, on a un discours que je trouve lénifiant, ce discours, l'open data, c'est génial. Quand aujourd'hui, moi j'écris un article dans une revue, que je dépose dans la revue, eh ben, il faut que quelqu'un la fabrique, cette revue. Pour que ce soit un truc qui tienne la route, il faut qu'il y ait un comité de rédaction, il faut qu'il y ait de la fabrication, il faut qu'il y ait de la mise en page. Et soit on dit, ça c'est gratuit, personne ne s'en occupe, mais dans les faits, ça a un coût. Et je trouve que moi, personnellement, je suis contre l'idée que l'UCIBL fasse des grandes déclarations sur l'open data, parce que j'y crois pas.
Et je pense que c'est vachement dangereux. Grosso modo, ça va nous mettre, pour les scientifiques durs, dans les mains de Springer et toutes ces cochonneries-là, d'Elsevier, et pour les SHS, dans des blogs, où n'importe qui va pouvoir publier n'importe quoi. Alors, je pense que je vais laisser une participante spécialiste du sujet, mais ce que je peux dire personnellement, c'est que je vous invite à participer au prochain atelier. Je dirais que là, on ne parlait pas open data, on parlait open access. C'est la même chose. Non, pas vraiment open data, c'est le donner de la recherche qu'on était plus. Et l'open access, si une revue elle est disponible 3 mois après la publication, la revue elle meurt économiquement. On va répondre aux questions que vous avez posées. Pas une question. Donc nous, on se positionne plus par rapport aux BD, par rapport aux grosses sociétés d'abonnement qui nous font effectivement payer des sommes folles. Donc ça c'est une chose. Après effectivement vous avez des revues savantes, des revues de niche qui peuvent avoir effectivement leur propre moyen de financement, et le financement peut être un financement institutionnel. Donc là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez également avoir un financement, institutionnel. C'est de la langue de bois. Excusez-moi, c'est pas ce qu'il a dit. Répondez à la question. Alors, j'ai pas compris. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit que l'open data, ça tue les revues qui précisément n'ont plus de financement. C'est pareil. Non, mais on tourne en rond. Vous avez un plan de soutien aux éditions. Attendez, je suis dans 3 comités de rédaction de revues. Moi aussi, je fais une revue gratuite. Économiquement, on n'y arrive pas. On tient pas si on n'a pas les ressources d'abonnés. On sent le week-end et tout ça. Il y a de quoi s'énerver. Non, mais bon, c'est pas un sujet que je domine sur les SHS. Ça vaut pas le coup de s'énerver. Je vais laisser la parole à... On a vu consensus, éventuellement poursuivre la présentation d'atelier, parce que c'est Je vais juste te dire, mais tu as raison de réagir. Donc, dans l'atelier, peut-être que dans la restitution, c'est pas assez important. Mais si tu veux, on a bien voulu mettre en avant dans ce qu'on a appelé l'écosystème dans lequel nous sommes, que cet écosystème, c'est celui que tu décris. C'est-à-dire que celui des grands bouquets de revues maîtrisés par le monopole et donc à but très clairement lucratif, mais qui continue de fonctionner sur l'investissement gratuit des enseignants. Non, par le financement de l'État. Et par le financement de l'État, et que en réponse à ça, mais là on aurait besoin d'éclairage supplémentaire. Et on a par exemple, Frédéric, on aurait bien aimé que tu sois là. Si tu veux, nous on a identifié comme une réponse à ces données-là la mise en dépôt, l'archive ouverte, qui permet la diffusion de... Après, on entend bien, et dans nos disciplines, en général, etc., on a ce genre de difficulté. Effectivement, comment la revue va vivre et comment est-ce qu'il y a encore une place pour la revue. Donc, voilà, et c'est vrai que... Non mais penser que c'est gratuit de produire une revue, c'est pas vrai. Non, mais on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Il y a deux séances de prise de parole, mais on ne pourra pas faire ça sur tous les ateliers. Mais il y a un chercheur à l'atelier, c'est bien dommage. Bon, Alain Drouilly et Steve Stark, je vois que c'est intéressant, on pourra continuer. Alors, je voulais dire, le sujet n'est pas simple. Parmi les négociateurs actuellement, face aux très grands éditeurs, sont en train justement de négocier durement, voire de couper net avec les négociateurs, et essayer de les amener à avoir d'autres modèles économiques pour réduire les dépenses et l'argent gagné dans cette réduction, de la transférer sur des modèles financés, des nouveaux modèles qui permettraient à des revues d'être financées sur des plateformes nouvelles. Donc, le sujet n'est pas simple et on n'est pas passif face aux grands éditeurs actuellement. Non, mais on a quand même perdu une grosse bataille. Enfin, moi, je suis responsable du budget de mon université. Quand je vois arriver les notifications du ministère, honnêtement, moi, je ne vais pas être vulgaire, hein, mais quand je vois une ligne avec 6 zéros et que c'est marqué subvention, on ne demande pas notre avis.
le ministère de l'Enseignement supérieur en France a signé un contrat avec Elsevier, Christine le connaît bien, et honnêtement, et que dans le même temps, moi je gère une revue merveilleuse, Histoire urbaine, qu'on fait avec des bouts de ficelle. Et on veut pas, c'est pas très sain que ça soit un établissement qui pilote une revue scientifique. C'est bien qu'il y ait des réseaux informes, des associations, des groupements, des trucs, des colloques qui s'organisent, des subventions. Et donc si on tue, grosso modo, la partie de la ressource qui est que si les gens ne sont pas abonnés à une revue, ou si maintenant c'est Kern des bouquets, si on n'a pas pendant 3 ans au moins un petit revenu, on ne pourra pas tenir. Et on va se retrouver avec 3 revues. Et on est parfaitement au courant de la situation. Ouais, mais donc c'est pas facile. Alors pourquoi dire qu'on va être pour le libre accès Déjà, de toute façon, vous ne parlez pas, c'est pas tous les éditeurs, c'est Elsevier, donc c'est vrai que c'est un hold-up. Et c'est une décision du ministère de la Recherche qui a été prise, et c'est vrai que vous êtes pris à la source, pas nous d'ailleurs, parce que nous c'est sur facture, donc c'est variable, mais ça revient au même, on est quand même obligé, c'est une licence nationale. C'est pas tous les éditeurs, mais je peux vous jurer que parmi les négociateurs, donc l'organisme Couperin, qui se préoccupe des négociations au niveau national, connaît très bien le sujet. Et donc, non, mais ça, je suis au courant. Je veux dire, il ne faut pas jeter l'eau du bain. On jette le bébé, grosso modo, des revues. C'est pas ce qu'on a fait. En disant, la solution, c'est le libre accès. La solution n'est pas le libre accès. C'est tellement sensible, mais c'est pas ce qu'on a fait. C'est pas ce qu'on a fait. Alors peut-être que le rendu donne cette impression, mais c'est vraiment pas ce qu'on a fait. Une toute dernière intervention sur ce sujet qui a été demandée. C'est une question. Yes, vous avez laissé parler. Alors moi j'ai une question aux collègues qui gèrent la revue sur dans mathématiques, qui est en fait la thermique. Il y avait la revue générale de thermique qui était gérée par la Société française de thermique, qui a été rachetée par Elsevier. Donc maintenant c'est International Journal of Literature. Et on fait quoi? Donc moi je suis en fait la communauté nationale et au-delà était très fière de cette revue. À l'heure actuelle, elle a été rachetée par Elsevier. On est obligé de payer, on paye 2 fois pour faire le boulot, on refuse pour eux, et après pour avoir accès à la revue, aux articles. Et donc, quel est dans ce cas de figure où on est passé d'un modèle à ce modèle où la revue n'a pas tenu, elle a été vendue par la Société française de thermique. En fait, comment on revient en arrière? Est-ce qu'on recrée une autre revue? On revient à l'ancien modèle, alors que ça n'a pas tenu. Donc, quelles sont les propositions pour être un peu constructif? C'est vrai que moi, j'en suis pas encore là, j'en suis à essayer d'éviter que celles qui survivent encore de façon indépendante, on les tue sous le prétexte de nous forcer à mettre en libre accès des... C'est-à-dire que si on met en libre accès dès la sortie, la revue, elle disparaît, quoi. Aujourd'hui, déjà, nos étudiants, la pratique qu'ils ont, c'est qu'ils ne savent pas associer qu'une revue. Avec l'accès numérique de toutes les... Ça leur vient pas à l'idée de savoir qu'avant l'article sur tel sujet, il y avait un autre article qui était en lien. On a déjà un problème pour les former. Et aujourd'hui, si on rentre dans le côté, il n'y a plus que du libre accès, on n'aura pas d'autre choix que soit de se vendre, effectivement, ou alors faire ce que font des revues, dire on fait des revues en ligne gratuites, et dans les faits, qu'est-ce qui différencie une revue sérieuse avec comité de lecture, double lecture, etc., d'un fanzine, où quelqu'un met en ligne des articles, quoi. On a un vrai problème après de pilotage de la déformation et de la recherche. Et après, je n'ai pas de solution magique, sinon ça ne sert à rien. Mais en revanche, je suis très, très inquiet à l'idée qu'on dise que la solution, c'est de tout mettre en libre accès. C'est pas ce qu'on dit. C'est pour réveiller, attention. Juste par rapport à ce que tu dis sur les revues en ligne, qu'est-ce qui différencie les revues? C'est une vraie question, mais on pouvait... C'est pas là pour le papier aussi. Il y avait la même question pour les revues papier. Donc derrière, c'est leur reconnaissance par la communauté scientifique. Donc on sait très bien que dans les revues papier, il y a différentes qualités de revues, et il y a la même chose pour les revues en ligne. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse agréger dans un même débat la question de la survie des revues, la qualité des revues et le côté open access. Il y a quand même deux questions un petit peu. Non, mais derrière, il y a un modèle économique, quoi. On ne peut pas faire de la valorisation scientifique sans moyens. Non, mais l'idéal, ça serait de pouvoir passer directement tout d'un seul coup au niveau mondial
du payant au gold, c'est-à-dire n'importe, peu importe, mais c'est un modèle open access. Non, parce qu'actuellement on est dans l'hybride, c'est-à-dire le chercheur paye parfois pour un article que les bibliothèques payent en abonnement. On paye 2 fois là. Oui, mais le gold, c'est pas payé. Non, le gold, on paye qu'une fois. Ah, une seule. C'est déjà 2 fois, parce qu'on a produit. L'idéal, ça serait basculer d'un modèle à l'autre d'un seul coup. Ça ne peut pas. Donc on trouve des solutions intermédiaires. Donc on se bat en ce moment pour trouver des solutions intermédiaires. Donc, on fait baisser les tarifs des grands le plus possible pour réinvestir dans notre système où des revues qui ont du mal à vivre peuvent être financées. C'est ça la bataille. Et donc, il faut qu'on communique là-dessus. Peut-être que là, il y a un Bon, donc on va arrêter là sur ce sujet. Ce qu'on comprend aussi pour reformuler éventuellement la restitution, c'est qu'il convient que l'université cible prenne position sur ce sujet d'une manière ou d'une autre, mais vu l'intensité des débats. Et on va passer sur un sujet différent qui est les liens entre les sites de Lucie. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc on va faire une présentation à 2 voix avec Delphine Gagnon-Jeunesse de l'ENSG et moi-même Marc Tasson de l'IFSTAR. Alors, quelqu'un a... Donc en fait, l'idée de cet atelier, c'était de vous proposer des actions qui permettent de renforcer et améliorer les liens entre les sites qui sont indispensables à la construction de l'université cible. Et donc avec un objectif qui est d'avoir des échanges et une mobilité des équipes plutôt simplifiées que complexifiées, avec des impératifs, une souplesse administrative qui, alors c'est un néologisme volontaire, hein, qui nous permettent de décholestéroliser la situation, et une meilleure visibilité, une meilleure transparence qui nous permettent, là aussi avec un deuxième néologisme, de dénébuliser pour rendre moins nébuleux la situation et la visibilité. Le mot nébuleux revient assez souvent aujourd'hui dans la construction de l'université. On ne sait pas qui fait quoi, où on va, etc. Donc voilà, c'est un petit peu provocateur, mais n'y prenez pas garde. Donc l'idée, c'est bien d'avoir une meilleure visibilité, qu'on explique ce qu'on fait, où on va et comment on le fait. Alors, on a 3 parties qui sont importantes. Donc management des personnes, ensuite on parlera de projet d'enseignement et puis de communication. Donc c'est Delphine qui prend le relais sur la partie management des personnes. Donc en fait, de nos échanges, ce qui est ressorti quand même, c'est que le mot central autour du management des personnes, c'est l'humain et le contact. C'est-à-dire qu'on ne fera de lien entre les sites que si on fait de lien entre les personnes. Donc, en s'appuyant sur l'expérience des uns et des autres, on a déterminé trois axes possibles de développement de ce lien, sachant que, je vous apprendrai rien, les sites vont regrouper des sites certes géographiquement éloignés, mais même pour ceux qui sont proches, des sites qui ont des cultures, des habitudes, des égos différents et des positionnements différents, que ce soit en enseignement ou en recherche. Donc il va falloir dépasser tout ça. Sur les aspects de connaissances réciproques, on a eu l'idée de 2 types de séminaires. D'abord, les séminaires scientifiques et thématiques pour que les enseignants, les chercheurs se connaissent et travaillent ensemble. Et en particulier pour que les enseignants qui typiquement n'ont pas eu le temps de venir au séminaire de connaissances réciproques organisé ici et dans les autres établissements puissent aller croiser, rencontrer, discuter avec les chercheurs des différents labos. Donc des séminaires assez répétés, à haute fréquence, puisque de toute façon ils ne concerneront pas rarement 2 fois de suite les mêmes personnes. L'autre catégorie de séminaires serait alors on a été assez coercitif dans notre propos, qui était d'obliger les managers et d'une façon générale les personnels encadrants, chefs de département, chefs de service, à se mettre ensemble pendant 2 jours pour faire naître une idée positive, constructive de cette e-site qu'ils arrivent à faire redescendre vers les bases. Parce qu'on s'est quand même rendu compte aussi que dans les séminaires organisés dans les différents établissements,
on n'avait que certaines catégories de personnes et parfois toujours les mêmes têtes. Donc il est important de diffuser plus largement la bonne parole. Après, il faut se connaître les uns les autres, donc connaître les compétences. On s'est appuyé sur l'expérience du CEREMA qui a créé une cartographie et un annuaire de toutes les compétences de leur organisation, en se disant que ça permettrait à chacun d'avoir une idée totale, appréhender globalement toutes les ressources qui existent au sein des sites, dans l'USIML, toutes les ressources des mêmes thématiques que celles que l'on aborde, des thématiques proches, voire des thématiques un peu plus éloignées. Et enfin, puisque, alors je dois dire, l'atelier était principalement constitué de gens iftar dans des provinces, une demande est venue, outre celle de la simplification, c'est effectivement de ne pas être trop parisiano-centré. Essayer de, voilà, que nous, les gens de Marne-la-Vallée et de Paris, on aille un peu plus souvent en province. Ou alors on cherche le point qui est à la rencontre de tous les sites possibles. Après, le deuxième axe, c'était les projets. C'est né du constat que, en fait, la première façon de bosser ensemble, ça a été de construire des projets ensemble, ou de réaliser des projets ensemble. C'est de cette façon-là que les premières équipes interdisciplinaires, interétablissements se sont créées. Et donc c'est une chose qu'il faut arriver à structurer et améliorer. En particulier, améliorer le risque de la concurrence interne. C'est-à-dire qu'un appel à projet extérieur ne pas se retrouver avec deux équipes similaires au sein du cible qui vont faire deux réponses concurrentes. Donc on s'est dit que garde-fou, c'était une sorte de compétence un peu transversale à la tête de l'UCIBL qui permettent à la fois de réguler un peu cette potentielle concurrence interne, mais aussi justement de créer des liens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un appel à projet est né, que ceux qui sont intéressés se sont identifiés, les mettre en relation et aller suggérer aussi des relations qui ne sont pas évidentes. Sur un projet purement technique où les trois labos de géotechnique se sont regroupés, aller leur suggérer un peu d'histoire ou un peu de sciences humaines afin d'enrichir le projet. Autre remarque, parce que effectivement, dans la question géographique, va se poser les liens géographiques avec les différentes entités de l'IFSTAR en particulier, qui ont des liens privilégiés avec les établissements d'enseignement de leur localisation, qui font des appels à projets, qui quand même favorisent la question régionale. Et si même d'autres membres de l'UCIBL y participent, il sera évidemment essentiel de toujours avoir une tête de pont locale sur un appel à projet local. Enfin, au niveau de l'enseignement, une petite remarque, c'est que déjà, le fait de mettre ensemble des organismes d'enseignement et des organismes plus purement recherche devrait permettre de créer une meilleure synergie entre ces deux composantes, enseignement et recherche, et apporter à l'enseignement une sorte de notion d'enseignement augmenté par l'existence d'encore plus de thématiques et de multisites, développer que les thématiques particulières des labos permettent d'enrichir les cursus des écoles, voire de créer des masters spécialisés sur des thèmes très pointus, puisqu'on sait que si on arrive à répondre à une demande industrielle sur des thèmes très pointus, ça marche bien. Et utiliser aussi ce multisite pour développer la question de l'enseignement à distance, mieux utiliser les possibilités des uns et des autres pour enrichir les différents établissements. Voilà, je termine avec la page communication. Alors évidemment, il y a un groupe de travail communication, des ateliers communication aussi, on en parlera tout à l'heure. Donc c'est quelques idées qui peuvent être reprises par les autres ateliers, mais qui émergent d'un groupe de travail qui partait des relations entre les sites. Donc essayer de créer une identité commune et un sentiment d'appartenance pour éviter qu'on pense d'une certaine manière à Lyon, une autre manière à Nantes, etc. Et puis à Marne-la-Vallée-Ouest, Marne-la-Vallée-Sud, Marne-la-Vallée-Est. Créer des pages web, alors avec 3 items qui nous ont paru importants. Les grands équipements de l'université avec un résumé et puis des applications. Les laboratoires de l'université cible avec là aussi un résumé qui soit homogène. Alors ça existe un petit peu partout, mais que ça soit homogène.
Un catalogue des stages aussi, on a pensé à essayer d'attirer les stagiaires dans cette nouvelle université, donc par domaine, par situation géographique également, parce que le logement pour les stagiaires, c'est quelque chose d'important. Et donc quand on parle de zone de chalandise, évidemment, c'est la zone de chalandise aujourd'hui de tous les sites marnovaliens. Donc essayer de faire en sorte qu'on ait, avec l'ensemble des sites, une attractivité là aussi augmentée. Ensuite, un deuxième item, essayer, on en a parlé tout à l'heure dans la diapo précédente avec Delphine, essayer de composer un réseau élargi d'entreprises et de sociétés, par exemple d'ingénierie, qui soient susceptibles d'accueillir les alternants. On a vu dans les différentes présentations, en particulier à l'UPEM, qu'il y avait un grand pourcentage d'alternants, je crois que c'était 40 ou 50%, non, un peu moins. 25, alors j'étais un peu, j'exagère un peu. Donc susceptible d'accueillir des alternants à partir des différentes entités de l'université cible pour avoir donc un catalogue de partenaires qui soient susceptibles d'accueillir des jeunes en alternance. Ensuite, les rencontres avec les partenaires locaux qui nous paraissent aussi absolument stratégiques. Présenter le projet, l'expliquer, expliquer que c'est du gagnant-gagnant et qu'on ne va pas disparaître en région au profit de la région Île-de-France, en expliquant que cette université qui sera de niveau national voire international et qui sera spécialisée dans le domaine de la ville et qui apportera donc des réponses bien meilleures que celles que l'on peut apporter aujourd'hui de façon un petit peu plus univoque et unique. Et puis une idée, donc à la fin, essayer de créer un MOOC qui soit axé sur la présentation des sites de façon ludique et attractive. Alors ce sera un petit MOOC, hein, pour élargir la connaissance réciproque. Elle y a fait allusion Delphine tout à l'heure, ou en début de présentation. Toutes les personnes qui ne peuvent pas assister au séminaire de connaissances réciproques pourraient écouter leurs collègues parler un petit peu, 30 secondes sur une interview, avoir la centrifugeuse ou le manège de fatigue ou un autre équipement d'une autre structure fonctionner et avoir un peu des vidéos ou des photos qui permettent de faire des visites virtuelles. Voilà pour la dernière partie et je vous remercie. La restitution suivante sera consacrée au système d'information du suivi de l'étudiant. Est-ce qu'éventuellement il y aurait une réaction à la présentation concernant les liens entre les sites de cible? Non. Pas totalement étudier le temps. La clé est enlevée. La personne précédente, elle est partie. Sa clé, quoi. Je suis Annick Pedevin, Annick Pedevin, je travaille à l'UPEM, à la vice-présidence enseignement et formation. Donc notre atelier, c'est le système d'information du suivi de l'étudiant. Donc nous étions un petit groupe de 7 personnes représentées essentiellement 5 de l'UPEM, une de l'EIDP et une personne de l'ISTAR. Donc, on a commencé par essayer de faire un petit tour des différents systèmes d'information pour l'étudiant. Effectivement, on a quelques interrogations pour les établissements qui n'étaient pas là. Donc, on a commencé avec l'IDP. A priori, le système d'information, c'est un développement interne qui s'appelle Chef4, qui gère a priori l'inscription des étudiants. On ne sait pas trop ce qu'il gère au niveau du cursus et jusqu'à la diplomation. Ensuite, au niveau de l'UPEM, c'est un système, c'est une base de données qui est en place déjà depuis 15 ans, plus de 15 ans à l'université, qui est développée par l'AMU, l'Agence de modernisation des universités, qui s'appelle Apogée, qui est une base sous Oracle, et qui va évoluer d'ici 2020 vers une nouvelle application
Péchiscol, qui commence juste à être développé par à la fois l'UCLAMU et aussi notre entité cocktail pour l'ensemble des enseignements, des établissements d'enseignement supérieur et des écoles. Donc on s'est rendu compte que déjà, la première chose qui serait pour plus se connaître, ce serait avoir comme action que chaque système système soit connu des autres établissements pour faire des présentations croisées entre les différents systèmes d'information pour voir ensuite vers quoi on peut aller vers la nouvelle université. On a fait un petit peu aussi essayer de voir qui était concerné par ce système d'information, donc quels étaient les étudiants. Donc on a essayé de voir un petit peu les différentes typologies qui sont à la fois selon les établissements à la fois différents, mais finalement on retrouve un petit peu des points communs. Donc par exemple on a des étudiants à l'UPEM, à l'UEP ce sont des élèves ingénieurs. On a de la formation continue, qui est des étudiants qui sont salariés. Il y a de l'apprentissage. Et il y a aussi des étudiants fonctionnaires, soit élèves ingénieurs pour l'UEP, stagiaires fonctionnaires à l'UPEM, c'est ceux qui sont les masters MEF, absolument. Et on a aussi donc, des étudiants internationaux. Et il y a aussi des doctorants qui vont actuellement, on retrouve des doctorants, je pense, à l'IFSTAR. Au niveau de l'UPEM, les doctorants sont gérés actuellement à l'UPE. Ils sont inscrits à l'UPE et non pas inscrits à l'UPEM. Et c'était des questions qu'on se posait. Où sont inscrits d'autres doctorants. Les doctorants de l'IFSTAR, a priori, sont inscrits dans les universités qui sont à côté, par exemple pour Nantes, je pense que c'est l'université de Nantes, Marseille, l'université de Marseille. On n'a pas eu trop la réponse. Et la question est de savoir après, dans la nouvelle université, si ces doctorants seraient intégrés ou pas. Si on les intègre dans le système d'information, les inscriptions jusqu'à la diplomation. Donc au niveau des diplomations, donc le système d'information, ça part de la première inscription de l'étudiant, son suivi du cursus, aussi bien pédagogique, ses notes, éventuellement tout ce qu'il peut faire, jusqu'à la finalité qui est le diplôme. Donc il y a différents types de cursus qui mènent à différents diplômes, donc on a essayé d'un petit peu d'énumérer ce qu'on avait en fonction des personnes qui étaient présentes ici. A priori, on a fait à peu près le tour, donc on s'aperçoit qu'il y a des diplômes nationaux, comme les licences, master, DUT. Il y a des diplômes d'ingénieurs, et puis après il y a des diplômes d'établissements d'université. À l'université, on a des diplômes universitaires. Il y a les DE, c'est les diplômes d'établissement, comme il y en a à l'UNVP. Par contre, au niveau de l'ESSIE et de l'ERVT, on ne sait pas trop. Bon, l'ESSIE, c'est des diplômes d'ingénieurs aussi, diplômes nationaux. Et pareil, le diplôme du niveau d'architecture, ça doit être un diplôme national, je pense. Donc après, la question qui se pose, c'est à partir du moment où on aura une seule université cible, est-ce qu'on va vers un système d'information unique de suivi de l'étudiant? Donc déjà, pour ça, il faudrait déjà qu'il y ait une décision qui soit prise au niveau du comité stratégique sur si le choix unique d'un SI et lequel ensuite, et effectivement une échéance du déploiement, un calendrier. Donc l'idée étant quand même de viser à long terme une convergence vers un système d'information commun, ce qui permet ensuite effectivement de faire des stats remontés. On peut avoir une vision globale en allant chercher de l'information dans un seul système au lieu d'aller interroger un petit peu divers systèmes.
Et on s'est dit qu'à court terme, il serait nécessaire d'avoir au moins un système d'information de diplomation, puisque qui dit un seul établissement dit normalement un diplôme émis par cet établissement avec une signature unique et une tutelle unique, ou au moins clarifier, savoir à partir de 2019 les étudiants qui va les diplômer, sous quel nom et comment. Et la question qu'on n'a pas, ça paraît ici, mais qui se pose aussi, c'est la même chose, mais ce qui est lié à l'inscription, c'est aussi éventuellement les étudiants, la carte d'étudiant, s'ils auront une carte d'étudiant unique, enfin commune, avec éventuellement effectivement une seule université. Donc on a exploré juste quelques petits scénarios, plutôt on a fait des chemins pour vers où on pourrait aller, de différents types qu'on pourrait faire pour intégrer vers un seul SI. Donc le premier, ce serait une intégration progressive, à savoir que chaque établissement a son SI. On va juste, pour 2019, un SI de diplomation commun, et à long terme, un SI beaucoup plus tard. Deuxième possibilité, c'est une intégration rapide, c'est-à-dire que chaque SI, toujours pareil, est là en septembre 2018. On parle de septembre parce qu'effectivement, on est salarié universitaire pour les étudiants. On ne colle pas tout à fait avec la façon de l'université qui est en année calendaire. Et dès janvier 2019, basculer tout le monde sur un seul SI pour les inscriptions et la diplomation. Et on a aussi éventuellement vu un dernier chemin possible, à savoir une intégration anticipée, c'est-à-dire que commencer à septembre, parce que les inscriptions des étudiants se font effectivement en septembre, donc de faire d'avoir des SI identiques, mais dans chaque établissement, que chacun crée enregistre ses étudiants, et dès qu'on est en commun, fusionner ces SI qui ont les mêmes bases, et voilà. Mais ce n'est pas forcément le plus facile. Et en plus, au niveau anticipé, c'est très près septembre. Parce qu'un SI étudiant ne se met pas en place en quelques mois, quelques semaines. Et il y a beaucoup de contraintes techniques, informatiques et des contraintes fonctionnelles. Voilà tout ce qu'on a pu vous dire sur le système d'information. Je voulais juste rebondir sur la question que vous avez posée, qui est vraiment posée à juste titre, de l'inscription des doctorants sur les autres sites. Et ça, c'est une question qu'on a effectivement commencé à se poser. Donc, merci. Sur la question de l'inscription des doctorants sur les autres sites, cette question qui est une vraie question, qui n'est pas simple, parce qu'on a y compris des UMR, et donc c'est compliqué de dire on va inscrire tout le monde à Marne, donc ça pose des questions physiques. C'est les écoles doctorales, il y a des cours à suivre, donc il ne faut quand même pas faire traverser la France à des doctorants pour aller suivre un cours, ça n'a pas beaucoup de sens, ça demande effectivement des aménagements. Et il y a sans doute un autre moyen de résoudre, entre guillemets, une partie de la question de Patou, qui serait que la nouvelle université co-accrédite des écoles doctorales des autres sites. Voilà, ce serait une solution qui permettrait d'être dans l'école doctorale locale tout en ayant un diplôme de l'université site. Voilà. Ça fait partie de la réflexion, en tout cas, c'était une très bonne question. Et la question se pose aussi, vous parlez des doctorants des sites distants de Nantes, de Marseille et Lille, mais les doctorants aussi de Marne-la-Vallée sont actuellement, ne sont pas inscrits au CNPM, ils sont inscrits sur UPE, voilà, avec d'autres doctorants d'autres écoles qui ne sont pas dans le civil. Moi, c'est plus pour répondre, parce que je travaille avec l'UPM et j'ai participé à cet atelier. Nous, ce qu'on a voulu faire remonter, c'est justement une interrogation. Parce que actuellement, dans le périmètre qui nous concerne, en réalité, personne n'inscrit doctorant. Peu importe le site, en réalité, c'est une prérogative de la commune aujourd'hui.
Voilà, donc je l'ai interrogé. Donc déjà dans le périmètre géographique de Marne-la-Vallée, d'Île-de-France, quel choix politique sera réalisé, et plus largement pour les doctorants qui sont sur des sites distants, Nantes, Lyon, Marseille, etc. Comment vous allez dire? C'est pas une contrainte technique, parce qu'effectivement on voit l'inscription forcément comme un cheminement physique dans un local déterminé, etc. En réalité, on peut tout à fait procéder, il y a des services numériques très performants et éprouvés qui existent, donc ça c'est pas vraiment c'est pas un questionnement, c'est-à-dire on peut être à Nantes, à Marseille, peu importe, et faire son l'idée c'est plutôt au niveau stratégique que veulent faire les différents acteurs qui participent à la constitution de cette université. Mais on a voulu vraiment le faire remonter, on n'a pas la question, mais ça sera forcément déterminant et structurant comme choix. Donc on va passer à la restitution de l'atelier suivant qui était consacré au métier d'enseignant et à la manière d'attirer et de conserver les meilleurs intervenants extérieurs. Donc j'ai été désignée démocratiquement comme rapporteur de ce groupe qui avait une bonne représentativité puisqu'il y avait au moins un représentant de chaque établissement. En revanche, le groupe n'a traité qu'une partie de la question, c'est-à-dire n'a pas tellement évoqué le métier d'enseignant en tant que tel, mais s'est focalisé sur les questions de gestion des intervenants extérieurs, dont il s'avère qu'ils occupent une place tout à fait importante dans la plupart des établissements, avec quand même des disparités significatives, à la fois des catégories qui ne sont pas les mêmes. On parle entre titulaires, permanents, contractuels, vacataires, des supports juridiques divers et variés, mais également quantitativement un recours à ces intervenants extérieurs, quel que soit le terme, plus ou moins occasionnel et souvent très récurrent, qui est assez variable d'un établissement d'enseignement à l'autre. Donc le IVP est un peu la championne du recours aux vacataires d'enseignement, qui est corrélativement à un nombre de permanents relativement faible par rapport à son effectif. Néanmoins, à l'ENSG, à l'ESSIE, à l'école d'architecture et à l'UPEM, la situation semble un peu différente selon les UFR, en tout cas l'UFR qui était représenté, ont également recours à ces personnels qui donc ne sont pas enseignants-chercheurs à plein temps. Donc comment expliquer ce recours aux intervenants extérieurs? Donc il y a beaucoup de raisons, pour tout pas d'appréciation sur la validité ou pas des arguments, mais en tout cas il est considéré que ces intervenants apportent une expertise, sont des praticiens en fait, ils apportent une expertise d'usage qui est relativement complémentaire de celle des académiques. Ils sont aussi en prise directe avec les évolutions du métier, et donc peuvent capter des réalités en émergence sur lesquelles il n'y a pas forcément encore de réponse théorique totalement installée. C'est également, après, il y a également des notions qui sont plus d'organisation, c'est-à-dire sur des matières non cœur de cible, on n'a pas nécessairement besoin de recruter des permanents. Il y a également des cas de figure où on a besoin de décomposer une promotion en plein de petits groupes et donc qui travaillent en parallèle et donc de ponctuellement renforcer les effectifs. Et enfin, il y a des considérations plus de gestion des ressources humaines qui peuvent amener à privilégier des formes d'emploi, disons, plus flexibles. Donc on peut considérer que le recours important aux intervenants extérieurs est aussi une marque d'attractivité, puisque finalement ces intervenants trouvent un certain avantage symbolique à venir dans nos établissements. Il y a une compensation financière, mais il y a d'autres motivations qui jouent. Et voilà, il y a d'autres motivations qui jouent et qui permettent de surmonter des difficultés qui peuvent être liées au déplacement ou aux contraintes administratives pour l'emploi de ces personnels. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, on a des cas de figure extrêmement différents d'un établissement à l'autre.
On a éventuellement des approches différentes selon qu'on est dans les premiers cycles, licence ou sur les masters. Et on a également une place, des rôles tenus par ces intervenants extérieurs qui diffèrent, alors avec une palette qu'on va retrouver d'un établissement à l'autre, mais qui va de l'intervention ponctuelle dans un jury jusqu'à la prise en charge d'une unité d'enseignement, en passant par l'encadrement de projets ou l'encadrement de stages. Voilà. Donc, il nous semble important que l'université cible ait rapidement une réflexion sur les conditions, parce qu'aujourd'hui on a des intervenants extérieurs qui, dans l'université cible, deviendront des intervenants internes. Et donc en réalité il y a déjà une dynamique interétablissement qui est à l'œuvre. Il y a en particulier des chercheurs de l'IFSTAR qui peuvent intervenir à l'ESSIE, à l'EUP. Il y a des personnels de l'EUP qui interviennent dans d'autres écoles, etc. Donc ce serait un petit peu paradoxal et fâcheux que la constitution de l'université cible vienne casser ces dynamiques interétablissements, parce que les personnels n'auront plus les incitations pour aller travailler sur les autres sites. Donc ça, c'est une mécanique à trouver. On pense que d'une manière générale, l'université cible doit valoriser, doit favoriser et valoriser ces coopérations inter-sites. Et qu'également, pour éviter des effets un peu collatéraux, il faut se pencher sur l'harmonisation des conditions d'emploi, conditions contractuelles, financières, pour éviter des effets de bascule entre formations. On a quelques interrogations ou risques. On s'est demandé comment la commission des titres d'ingénieurs, qui va intervenir en 2019 pour évaluer 3 des écoles du périmètre, donc le NSG, l'ESSIE, mais également l'ESSIP, qui est l'école d'ingénieurs intégrée de l'USPEM. On s'est demandé comment la CTI va évaluer, va considérer ces disparités aujourd'hui très importantes entre établissements sur une fonction qui est quand même essentielle, la fonction d'enseignement. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc les disparités qui sont constatées aujourd'hui sont potentiellement des facteurs de risque si elles ne sont pas traitées de manière pertinente au 1er janvier 2019. Et on a aussi pointé le risque de concurrence. Effectivement, voilà, pourquoi est-ce que c'était un risque de ne pas avoir traité les disparités? C'est parce qu'on n'est pas tout seul dans l'univers, et que si les personnels ne trouvent pas satisfaction au sein du cible, ils auront la possibilité d'aller dispenser des cours à l'extérieur, dans des établissements amis, mais néanmoins éventuellement concurrents. Et donc il y a des modes de régulation qui sont aussi à imaginer, même si par ailleurs le fait d'aller... il faut éviter aussi l'endogamisme, c'est-à-dire le fait d'aller enseigner à l'extérieur, c'est aussi un enrichissement potentiellement. Voilà. Donc quelques propositions qui étaient justement pour favoriser l'intervention des collègues dans les différentes formations du CIP, c'était d'avoir une forme de publication des enseignements disponibles pour l'année suivante, pour permettre donc aux collègues de se positionner. On avait pensé aussi que, mais ça rejoint des propositions formulées tout à l'heure, qu'un annuaire des compétences permettrait également aux responsables de formation d'aller identifier des profils intéressants pour amener leur cours. On pense que le e-learning et des services la visioconférence et plus largement les services de e-learning peuvent favoriser d'une part les interventions d'un site à l'autre de l'université cible, mais également, d'une manière générale, faciliter l'accès des intervenants, le recours à certains intervenants extérieurs qui ont des contraintes professionnelles importantes et donc à qui on éviterait ainsi des déplacements pour assurer. Parce que demander à un intervenant de faire 2 heures de déplacement pour 3 heures de cours, c'est quand même beaucoup lui demander.
Et donc, il y a certainement moyen de faire autrement. Enfin, donc là, enfin, il y avait la suggestion de mettre en place des formations à la pédagogie, parce qu'effectivement, ces praticiens qui interviennent dans les cours viennent avec leur propre bagage, mais pourraient trouver un intérêt à avoir des outils méthodologiques qui pourraient également être proposés aux enseignants permanents. Voilà. Pour ce qui est du timing, ça devient de plus en plus difficile. On va continuer avec l'atelier sur la communication. Pendant que tu t'installes, je pourrais juste te dire au niveau des vacataires à l'UQAM, parce qu'il n'y avait pas le chiffre, c'est à peu près, selon les années, entre 1600 et 1800 vacataires. Entre 1600 et 1800 vacataires à l'UQAM, donc le ratio par étudiant par vacataire. Étudiants par vacataire, bah, ça fait 1 pour 10, un truc comme ça. Donc 10 étudiants pour un vacataire. Je pense, à la louche. Oui, en fait, tous les chiffres étaient donnés à la louche. C'est donc parfaitement comparable. Alors, du coup, on passe à l'atelier communication. Je suis chargé d'en faire restitution. Il était animé par Céline de l'IFSTAR, qui a préparé également les slides qu'on va voir maintenant. Avec finalement une composition assez équilibrée du groupe, même s'il y a une surreprésentation de l'IFSTAR, il y avait un membre de l'IVP, quelqu'un d'Hésier et 2 personnes de l'UPEM, qui vont être de l'IFSTAR. Également les dominants de communication, mais avec d'autres services représentés pour lesquels la communication est aussi un fort enjeu. Donc quelqu'un qui a représenté la vie étudiante de l'UPEM, quelqu'un du marketing qui se rapproche très fortement de la communication, mais aussi des personnes issues des directions de la recherche d'établissement et un directeur des systèmes d'information. Donc en quelques mots, quelle était notre démarche? Donc on est parti d'un petit bilan, parce qu'en fait toutes les équipes communication des différents membres de l'UCIP se sont rencontrées lors d'un séminaire communication au début du mois. Il en a résulté que en fait j'ai oublié de rappeler quand même le thème de cet atelier de communication, c'est la communication interne, et en quoi la communication interne va faciliter et permettre le changement. Voilà. Donc, on est parti du fait qu'il y avait des modes de communication assez hétérogènes entre établissements, mais qu'il existait tout de même déjà aujourd'hui une communication sur le futur établissement, sur le cible, et qu'il convenait par contre de mettre toutes ces démarches en cohérence. Donc on est parti de ce contexte qu'on avait des cultures différentes, on se rapproche pas mal des constatations de l'atelier sur les liens entre les différents sites. Donc une grande diversité, des complémentarités également à mettre en valeur, et que notre futur regroupement constitue des opportunités en fait pour renforcer la proximité thématique de chacun de nos établissements. Donc voilà un schéma qui est censé, donc on est parti du postulat que la communication interne pouvait renforcer en fait l'adhésion des différents personnels de l'établissement, mais aussi des étudiants, au projet de transformation et au projet de futur établissement, avec une tentative donc, de cartographie des différentes parties prenantes de la communication interne, d'un point de vue de fonction. Ça ne correspond pas forcément à des directions bien identifiées encore, puisque la structuration du futur établissement n'est pas encore totalement faite, mais plutôt voir que la communication interne était
à l'interface à la fois de la DRH, donc des ressources humaines, de la direction communication, parce que la communication interne, c'est pas que la direction communication qui en est l'émettrice, également l'interface entre les différentes directions, la gouvernance, et last but not least, le système d'information, crucial sur ce sujet-là. Alors voilà, là c'est la preuve un peu qu'on a un peu bossé. Non mais du coup on est parti. On a travaillé en fait sur la temporalité de la communication. C'est à partir de quand on communique, sur quoi on communique, vis-à-vis de quels acteurs, quels sont les émetteurs et quelles sont les cibles. Et on voit aussi que le concept d'émetteur et de récepteur n'est pas forcément le bon parce que ça suggère une publication descendante. Et finalement, il se peut, et on a conclu notre atelier en disant que souvent les récepteurs, entre guillemets, peuvent être aussi des émetteurs de messages, et il peut y avoir aussi une communication dite ascendante. Donc on a identifié plusieurs acteurs, comme dans tout ce qui est copie, GT, ComUp, direction des ressources humaines, direction des systèmes d'information. Donc là, vous avez vu qu'en fait, on a essayé de terminer la temporalité, mais on a quand même conclu qu'il fallait, pour la plupart du temps, communiquer très en amont, et qu'il y avait assez peu de choses qu'on allait retenir comme information et comme canaux avant le lancement la phase de lancement de l'université cible, aux alentours de janvier 2019, puisque ça ne va pas correspondre à un décompte au 1er janvier 2019. Il y aura tout un moment de lancement, qui sera l'occasion également de communiquer en interne. Donc, notre synthèse, donc j'ai un peu parlé de cette nécessité de créer des espaces de dialogue et d'échange pour inverser un peu le sens de ces échanges et faire en sorte que ce ne soit pas simplement une communication descendante. Donc, par exemple, en créant un réseau social d'entreprise, des plateformes de débat, des forums et des lieux de questionnement, d'échange, un peu comme finalement cette plénière, on a été le théâtre tout à l'heure. Ce sont des lieux nécessaires pour justement permettre aux différents personnels et étudiants de s'exprimer sur le projet futur. Ensuite, on a parlé des différentes actions et supports de communication qui pouvaient être tournés vers les personnels, mais on a considéré que la cible étudiante, si elle a été déjà prise en compte, elle n'a peut-être pas été encore suffisamment, et que les communications internes devaient aussi se diriger vers les différentes sphères étudiantes, les BDE, les associations, les délégués, et aussi très important pour les écoles, les différents réseaux d'anciens. Et on a considéré que les réseaux d'anciens faisaient aussi partie des cibles de la communication interne, qui, s'ils n'étaient pas appliqués suffisamment en amont, cela peut mettre en danger l'adhésion de l'ensemble d'une composante à la future université. Il y a toute une réflexion sur la phase de lancement de l'UCIBL. Donc comment matérialiser d'un point de vue communication cette phase de lancement par des événements, par des supports, par la restitution de ces séminaires par exemple. Est-ce qu'à l'occasion du lancement au 1er janvier 2019, on pourra peut-être sortir un site intranet qui facilitera la communication entre les différents cycles, entre les différentes composantes. Donc après le lancement, il s'agit de développer encore des actions de communication, cette fois-ci pour fédérer les différentes composantes par des démarches. Alors, le mot, l'anglicisme peut ne pas plaire, mais par des démarches de team building, c'est-à-dire des démarches d'événements de cohésion interne qui sont nécessaires, des moments conviviaux, du sport, et après tout un tas d'outils qui ont été également plébiscités dans les différents ateliers précédents, mais tout ce qui est cartographie des compétences, annuaire, visite virtuelle de sites, et surtout un accès commun aux différents systèmes d'information des composantes, puisque c'est un peu le nerf de la guerre de la communication, c'est d'avoir accès aux informations sur son propre établissement
et sur les autres établissements de la future université. Et une question cruciale qui a été cruciale pour nous, c'est de se demander comment on peut mieux impliquer les fonctions RH et les directions des ressources humaines dans la communication interne. C'est, je pense, on sait que par exemple la communication interne dans certains grands groupes, dans certaines organisations est gérée par les ressources humaines. Et c'est une question, en fait, on s'est dit que les RH devaient travailler main dans la main avec les directions de communication pour élaborer un message et mieux atteindre les personnels. Et également mieux valoriser ce genre d'échange que nous sommes en train de vivre dans les différents parcours des personnels. Et on s'est rendu compte que s'il y avait certains directeurs de ressources humaines qui mettent en valeur, par exemple, dans les entretiens annuels, est-ce que vous avez participé à des séminaires de connaissances réciproques? Est-ce que vous avez participé à telle ou telle réunion? Il y avait d'autres établissements qui ne mettaient pas du tout en valeur cette implication dans ces temps d'échange communs. Et enfin, et c'est quand même très important, la communication interne, c'est pas gratuit, il faut y affecter des moyens et des ressources. Voilà. Je démarre. Donc je me présente, Aïnia Nachi, moi je suis DGS adjointe à l'UPEM. Donc j'ai eu le plaisir et la chance d'être désignée par mes camarades les rapporteurs de cet atelier. Étant arrivée un petit peu en retard ce matin, je n'avais pas trop le choix. Mais c'était tout à fait intéressant, les échanges étaient assez étaient fructueux. On était quand même assez bien représentés. Donc, le cible était assez bien représenté. Donc, il y avait 2 personnes de l'UPEM, 2 personnes de l'EIVP, une personne de l'IFSTAR, une personne de l'ESSIE et une personne de l'ENSG. Voilà, qui me fait confiance. Donc, il ne manquait plus que l'école d'archi. Donc, ce qui était assez intéressant, c'est. Alors, on a parlé de poubelle hier, donc nous, on a un peu expérimenté la théorie de la poubelle. Hein. Donc ça s'est allé un peu dans tous les sens au début, mais on s'est rendu compte en fin de matinée qu'on partageait finalement pas mal de choses, notamment une vision commune finalement de ce que c'était que la formation continue. Et donc on a fait ce slide-là à la limite à la fin en fait de nos échanges, mais on s'est demandé effectivement à quoi servait la formation continue, quelle était sa finalité. Donc là, je ne vais pas citer l'ensemble des éléments qu'il y a autour, mais on a effectivement, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, aussi une obligation, on va dire, en matière de formation continue. Et malheureusement, aujourd'hui en France, les établissements d'enseignement supérieur français ne pèsent que très très peu dans la formation continue au niveau national. Donc on avoisine les 4%, ça fait 10 ans qu'on dit que c'est 4%. Donc peut-être qu'en effectif, on a augmenté, mais en pourcentage, on est toujours mauvais. Donc voilà, on a quand même une obligation par rapport à l'accompagnement en montée en compétences des adultes et des salariés, des demandeurs d'emploi, la question de l'employabilité, la question aussi de l'accompagnement du monde de l'entreprise sur la définition de leurs besoins, c'est aussi un rôle. On a aussi un rôle de reconnaissance et de qualification des compétences acquises dans le monde professionnel, donc notamment au travers de la VAE, etc. etc. Donc c'est des points, alors bien sûr c'est pas exhaustif, mais c'est aussi intéressant d'avoir une vision commune de ce que c'est que la formation continue et des enjeux finalement à venir qui n'ont pas beaucoup évolué, on va dire. Les enjeux n'ont pas beaucoup évolué, mais il reste toujours important aujourd'hui d'accompagner justement les évolutions du monde professionnel au travers de la formation continue. Non, là je retourne en arrière, ça va pas être bon. Donc on a commencé par partager l'écosystème de la formation continue, on s'est quand même rendu compte qu'on parlait tous de la même chose, qu'on avait tous les mêmes contraintes. Voilà, donc parmi les contraintes, c'est ce qui est en rouge notamment. Alors à droite, c'est une contrainte qui est aussi un avantage, mais il faut faire avec, c'est-à-dire qu'il faut obéir aux règles aujourd'hui des financeurs. À gauche, c'est aussi des règles un peu réglementaires que les financeurs ont pris à leur actif pour nous bloquer un certain nombre de dispositifs de financement quand ils ne répondaient pas aux bonnes normes.
Mais globalement, on se retrouvait tous, l'ensemble des établissements, dans ce schéma-là. Donc effectivement, on est des établissements où on met à disposition de la formation qui est assez accessible en formation continue, en VAE, pour des adultes en reprise d'études non financées. Et donc on leur propose quoi? Des diplômes, des modules, de la qualification, de la certification, de l'acquisition de connaissances, du développement de compétences. Donc d'une variété finalement on va dire des types de dispositifs différents. Donc ça peut être des stages courts, ça peut être de la formation longue, des formations inter ou intra-entreprises. Donc ça c'est aussi le savoir-faire aujourd'hui de l'UCIBL. Alors on ne fait pas tous ça, mais grosso modo ensemble, chacun est capable aujourd'hui de faire un ou plusieurs éléments de ce schéma-là. Et bien entendu avec des modalités donc distancielles ou présentielles. Et donc face à ça, on a effectivement des individus, soit qui viennent tout seuls comme des grands suivre des formations qu'on leur met à disposition, d'ailleurs pas qu'à eux, mais à d'autres également. Mais aussi, la formation continue, c'est aussi de répondre à des besoins d'entreprise, donc de répondre à la fois dans le contenu, mais aussi dans le format. Et donc, c'est aussi des compétences aujourd'hui dans le tour de table de l'UCIBL qui sont plus ou moins développées par certains établissements ou d'autres. Donc on est arrivé quand même à la nécessité finalement de travailler ensemble parce que là où ça pêche à un endroit, il y a des compétences dans d'autres établissements et du coup, dans l'écosystème global de la future université, c'est intéressant d'identifier quels sont les leviers justement que nous avons. Je continue. Donc, quel modèle d'intégration de la formation continue? Je pense que là, du coup, on s'est un peu posé la question. Alors, on a essayé de balayer les barrières de qui va, statut de futur établissement, etc. Enfin, on a essayé d'imaginer, en termes de formation continue, qu'est-ce qu'on veut. Donc, on s'est dit que l'idéal, c'est qu'on ait une offre commune dans les 5 ans à venir. Quand on dit une offre commune, c'est voilà. On est capable, quelle que soit la composante de l'établissement, de parler au nom de l'ensemble, donc d'avoir effectivement cette offre commune. Donc un catalogue et des projets communs capitalisant sur les compétences plurielles de l'UCIBL. Donc c'est un peu convenu, mais c'est très important parce que opérationnellement, on va pouvoir le décliner. C'est une structure de formation continue commune, interne ou externe, avec des antennes dans plusieurs composantes. Donc ça, c'est une interrogation. Qu'est-ce qu'on veut en matière de formation continue? Est-ce qu'on veut une structure? On a préféré utiliser le mot structure que service unique, ou est-ce qu'on reste comme on est aujourd'hui? Interne et externe, je pense que c'est un enjeu important. Aujourd'hui, il va y avoir un appel PIA sur la mise en place des filiales universitaires. Donc c'est aussi une question, est-ce qu'on met en place une filiale universitaire sur la formation continue ou est-ce qu'on n'y va pas? Donc ça reste aussi une question assez politique finalement du futur établissement. Et puis capitaliser sur l'existant, donc le savoir-faire, les domaines d'expertise, les compétences pédagogiques et administratives, l'effet réseau aussi, qui peut être un point important. Donc pour finir, les préalables, parce que si on veut effectivement avoir une stratégie commune et y travailler tous, chaque acteur à son niveau, il faut vraiment qu'on ait une stratégie, une ambition assez affirmée. Alors affirmer, c'est toujours qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir, on va dire, un discours qui va dire non, on ne veut pas faire de formation continue. On a toujours des discours très très positifs vis-à-vis de la formation continue, mais il s'agit d'aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire comment on va encore plus loin en prenant peut-être certains risques, en essayant de gommer un peu les contraintes aujourd'hui que nous avons sur un certain nombre d'éléments en formation continue, etc. Donc vraiment une politique un peu active en matière de formation continue. C'est aussi, alors, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une connaissance réciproque plus avancée sur l'état des lieux de comment ça fonctionne dans chaque établissement, quelle est l'offre de formation, la démarche, l'organisation, les outils, même si on a bien balayé un petit peu un certain nombre de choses, on a quand même des contraintes, on va dire, environnementales et identiques. Mais en interne, on ne sait pas trop comment ça marche. Une cartographie des compétences a été dit tout à l'heure par l'un des rapporteurs.
Je ne me rappelle plus du groupe, mais ça c'est vrai que c'est un vrai besoin en matière de formation continue, que d'avoir une idée claire de quelles sont les compétences et l'expertise de l'UCIM en termes de domaine, de formation et de recherche. C'est un calendrier partagé des grandes étapes à venir, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on va construire au fur et à mesure. C'est mener des projets communs, parce que ça c'est vraiment des outils très intéressants pour pouvoir mieux se connaître et mieux, enfin voilà, que de mieux que de travailler ensemble sur des réponses, peut-être à des appels à projets, peut-être à des projets particuliers, à répondre à une entreprise, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Quand on dit intercomposante, c'est inter-établissement de l'UCIM. Et pour peut-être, je ne sais pas à quel moment, c'est un peu à la mode, mais c'est élaborer un vrai schéma directeur de la formation continue du futur établissement, dont on aura, je pense, vraiment besoin. En tout cas, pour se rassurer finalement de la politique et de l'engagement de l'institution dans ce domaine-là. Donc la formation continue, bon là c'est effectivement une vitrine. C'est une vitrine de l'établissement, y compris d'ailleurs sur la formation initiale. Parce qu'aujourd'hui, quand on est professionnalisant, on a aussi le lien important avec les entreprises. Et donc, la formation continue en fait partie. Et c'est une composante importante aussi du développement des ressources propres. Donc, qui dit développement des ressources propres, dit investissement. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si mes collègues veulent des compléments. La thématique suivante, c'est archi. Alors, je ne sais plus très bien dans quel ordre, mais il était question d'architecture, de territoire et d'urbanisme. Merci. Alors, je vais commencer tout d'abord à défiler. Un petit buzz, non, ça va défiler. Est-ce qu'il y a des... La barre d'espace. J'ai essayé la barre d'espace. Sur l'autre ordi, ça marchait la barre d'espace. On a fait toute une animation pour vous montrer les choses en grand. Vous avez reconnu, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et je suis désolée, je vais vous... Parce que je peux vous dire qu'on a travaillé. Hein. Alors, je ne sais pas si un minute. Oh. Non, mais l'animation était bien aussi, ça permettait de voir en plus grand. Alors, je regarde, il y a plein d'espace que ça fait. Ça, Hunter. Ah, peut-être, merci. Super, merci. Alors, je vais commencer par une petite phrase pour dire aussi, faire le lien avec Alice. Alice est un personnage très patient et attentif envers les êtres étranges qu'elle rencontre et écoute. Donc, le sujet, nous, c'était territoire, architecture, urbanisme et lien avec les pouvoirs publics. Vous reconnaissez Alice? En fait, là, ça n'a pas bien marché. Hein. Parce que la construction là, est un peu plus grande que la maison. Voilà. Alors, pourquoi la politique publique, c'est utile, ça montre aussi l'utilité de l'UCIBL par rapport à nos tutelles techniques, par rapport à l'État et les collectivités. Ensuite, les modalités, comment on l'exerce aujourd'hui. Ça peut être au travers d'expertise, d'enseignement, de recherche, d'ateliers prospectifs, donc en amont, ou de notes de positionnement. Ça, c'est les différentes notions qu'on peut offrir à nos pouvoirs publics. Ensuite, on l'a déjà dit dans le premier atelier, on a un problème avec le lapin qui est tout le temps en retard. Notamment les pouvoirs publics, ils ont une question et ils veulent la réponse tout de suite. Donc, il faut leur rappeler que la recherche prend du temps et que si jamais on va avoir des réponses rapides, c'est qu'on a anticipé avant. Et puis nous, c'est aussi un enjeu de capacité à nous être réactifs afin pour pouvoir monter des projets. Ensuite, Alice, elle va de l'autre côté du miroir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a les politiques publiques. Il faut arriver à les définir, donc arriver à se projeter de l'autre côté du miroir. Et puis parfois, il faut arriver à renvoyer l'effet miroir à nos politiques. Ils trouvent que c'est tout le temps réussi quand c'est eux qui sont élus, pour faire l'évaluation de ce qu'ils ont. Et donc là, on avait évoqué aussi l'effet des open data, mais j'ai compris qu'il y avait un sujet. Et là, on n'a pas beaucoup développé, donc je reviendrai là-dessus. Alors, on a la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles, et vous savez, parfois elle est un petit peu rigide. C'est-à-dire que la reine de cœur, donc c'est le pouvoir public, il fonctionne souvent en organisation en silo. Et donc il fonctionne avec un service qui fait ci, un service qui fait ça, alors qu'on nous questionne souvent aussi parfois pour des
sujets plus transversaux. Et donc là, parfois, il y a une difficulté par rapport à notre interlocuteur, parce que ça peut être qu'il ne pose pas la bonne question, ou alors le financement n'est pas là où il faut. Ensuite, justement, notre interlocuteur, on a besoin qu'il soit impliqué. Alors, il y a le côté financier, pour mettre de l'eau dans ma tasse, ou qu'il y ait quelque chose qui remplisse. Et puis, ma tasse, elle sourit, parce qu'il faut qu'elle soit intéressée, donc qu'elle y passe du temps. Alors, parfois, le fait qu'ils mettent de l'argent, ça veut dire que derrière, ils vont suivre. Mais c'est le fait qu'ils soient intéressés par ce qu'on fait. Et on a cité un point, ce qui était évoqué, c'est le fait qu'on sent aussi une présence croissante du privé, avec des think tanks et des fondations qui apparaissent. Donc on peut être en concurrence avec ce genre de structure aussi, qui se positionne sur l'appui au pouvoir public. Enfin, alors Alice, elle est patiente, mais elle a aussi une grande liberté. Elle fait un peu ce qu'elle veut et elle découvre le monde. Donc elle a une grande liberté de parole, comme les chercheurs et les chercheuses de nos établissements. Donc l'idée, c'est que c'est important de le garder, ça fait partie du métier. C'est aussi apprécié par les interlocuteurs, puisqu'on évoquait le retour d'expérience dans des ateliers prospectifs où il y avait des personnes des pouvoirs publics qui appréciaient ce ton des chercheurs. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est bien affirmé au sein de l'UCIB, et puis aussi à garantir, aussi par des financements. Ça passe par des financements pour pouvoir financer les recherches de renforcement qui ne sont pas toujours liées à un appel à projet, et puis pour pouvoir faire un site exploratoire. Je continue. Alors là, ça, c'est le chat chafouin. C'est un chat, si vous connaissez dans la liste, de temps en temps il apparaît, de temps en temps il disparaît, il reste son sourire. Alors c'était fait pour exprimer la reconnaissance des chercheurs et chercheuses, parce que dans la carrière, quand on fait de l'appui aux politiques publiques, c'est pas autant valorisé que ce qu'on a pu faire de point de vue plus individuel, notamment au travers de publications. Donc là, c'était montrer un petit peu l'individuel par rapport au collectif, parce qu'on va voir au niveau de l'appui aux politiques publiques, souvent on est amené à travailler en collectif, et ça prend du temps. Et puis on a besoin aussi d'un soutien. C'est-à-dire que c'est important d'en faire. Alors justement, on a parlé d'appui aux politiques optimisées. Alors on s'appuie sur de la recherche, sur de la formation, sur l'interdisciplinarité, pour faire quelque chose qui a du sens, et capitaliser sur les informations et d'optimiser. On se posait par exemple des questions du genre, dans les études qui sont demandées, que les collectivités peuvent demander, qui n'ont pas forcément des grands moyens, souvent les bureaux d'études veulent toujours refaire facturer des informations de base. Et on voudrait mieux que capitaliser sur ces formations plutôt de base, et ensuite pouvoir mettre de l'argent là où on crée des choses. Ensuite, on est arrivé, donc là j'arrive vraiment à la fin de ma présentation. Donc là, vous voyez, c'est une carte, Alice au Pays des Merveilles, c'est eux qui font le travail. Donc c'est en termes d'organisation, c'est de se poser la question comment on arrive à faire collaborer des spécialistes ensemble, parce que c'est un gros enjeu. Donc on est revenu à l'idée de catalogue des compétences. Alors nous, on était mesurés parce qu'on savait que c'est pas forcément si simple à mettre en œuvre du premier coup à grande échelle. Donc au départ, on est parti sur une idée de se dire, déjà, si on arrivait à avoir un réseau de volontaires qui sont à la fois disponibles, parce qu'on a mis les compétents, qui ont l'envie, la motivation d'y aller, au moins les recenser. Faire aussi une incitation financière, ça veut dire que ça peut être de l'intéressement, mais c'est aussi le fait de payer l'émission, c'est ce genre de choses. Et puis aussi qu'ils aient un soutien, par exemple, en informatique scientifique, le chercheur n'est pas forcément un spécialiste d'informatique, or il en a besoin dans son travail. On a découvert un truc, moi je n'y avais jamais pensé. Donc en fait, des recherches avant 1900, que vous utilisez Excel, vous ne pouvez pas renseigner, le module qui permet d'identifier les dates ne fonctionne pas avant 1900. L'histoire, ça commence avant 1900. Pour certains, il y en a qui font une histoire très contemporaine. Voilà, donc parfois c'est des limitations, et finalement la création d'une base de données, c'est pas forcément le fort de l'historien, sauf qu'il y a plein de palettes, plein de cordes à son arc, mais ça fait beaucoup après. Et donc en fait, c'était pour vous dire que l'idée c'est de créer une culture de l'aide aux politiques publiques. Donc là c'est le joli on voit liste avec les roses. Et je reviens à la vision d'ensemble de notre présentation. Donc, c'était un court-métrage. Je remercie l'UPR, l'EIVP, l'école d'architecture, l'IFSTAR, avec un spécial dédicace aussi à l'IFSTAR, une personne qui m'a aidé Céline dans la semaine où j'ai découvert le mode de présentation prédit. Voilà, donc je n'aurais pas pu faire ça. Et merci.
Bonjour, alors Jean-Michel Simonin de l'IFSTAR. Je suis rapporteur de cet atelier avec Denis qui est encore là et qui a animé l'atelier. Donc l'atelier La ville électrique est-elle durable? Eh bien, on n'avait pas un maximum d'IFSTAR, on avait un maximum de curieux, parce que quand on leur a demandé pourquoi vous êtes là, ils ont dit on est là par curiosité. Donc c'est pas l'IFSTAR qui était là, c'était des curieux qui venaient de l'IFSTAR, qui venaient de l'EIVP, de l'ESG ou de l'ESI. On n'avait pas de curieux de l'UPEN, mais je suppose que l'UPEN a quand même une certaine curiosité et ils auraient été les bienvenus ici. Alors, je pense que nos curieux, ils auraient bien voulu avoir la réponse, oui ou non, à cette question. Et on n'avait pas la réponse, donc ils ont été embêtés. Notre animateur les a obligés à travailler pendant les ateliers pour essayer de commencer à trouver des réponses. C'est ce que je vais essayer de vous présenter là. Donc pour commencer, puisqu'on n'avait pas de réponse, on a essayé de définir qu'est-ce que c'est qu'une ville. Parce que là, on a eu débat, c'est quoi une ville? Alors, on a repris ici la définition de Wikipédia. C'est un système urbain où il y a des voies de circulation, on concentre des activités, de l'habitat, du commerce, du transport, de la culture. Mais quand on discute un petit peu plus sur la ville, on voit qu'on a des villes qui peuvent être très différentes entre Paris, une ville ancienne, historique, etc., et puis des villes beaucoup plus récentes comme Marne-la-Vallée, et puis des villes beaucoup plus étendues aussi, où on a typiquement les villes américaines, où il y a une extension énorme. Donc on a une disparité dans les villes, donc définir la ville, c'est pas si évident que ça, et c'est pas les limites administratives. Le deuxième élément, c'était une ville électrique durable. Donc durable, on reprend le socle en trois piliers du développement durable, économique, social, écologique. Et puis une ville électrique, c'est quoi? Alors on est parti sur la définition de l'électricité, puis on s'est dit quand même, c'est peut-être pas tout à fait ça. Et donc on a pris une ville qui, si elle veut qu'elle soit électrique, elle inclut les fonctions à la fois de production de l'électricité, de stockage éventuellement de l'énergie, parce que quand on produit l'électricité, c'est pas forcément au moment où on en a besoin, de faire le transport de cette énergie pour le distribuer à tous les usages. Alors la ville électrique, on s'est dit tout de suite, c'est aussi également une ville qui est connectée et intelligente, d'où la relation qu'il peut y avoir avec Smart City, parce que pour optimiser en fait cette distribution d'électricité, on va avoir ça. Donc très vite, on s'est aperçu que c'était un sujet qui était très vaste, avec plein de curiosités, et puis avec plein de thèmes et de sous-thèmes qu'on ne développera pas complètement ici, mais là on a juste quelques notes. Alors, une approche qui, si on veut vraiment voir la ville électrique est-elle durable, si on veut répondre à cette question, il faut une approche qui soit multidisciplinaire, qui soit multi-échelle, qui intègre vraiment tout ce qui est ville à travers ces deux composantes, l'aspect transport, donc mobilité, et l'aspect habitat. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Pourtant, on a de l'électricité qui est consommée à la fois dans l'habitat et à la fois dans le transport. Et puis un réseau d'infrastructures, de transport d'électricité, de transport de nos mobiles pour faire tout ça. Donc ça nous a amené à discuter de plein d'aspects techniques, parce qu'on avait surtout des techniciens, on n'avait pas tellement de gens de SHS, de sciences humaines. Donc ça c'est un petit peu le deuxième regret qu'on peut avoir dans l'atelier, c'est qu'on manquait un petit peu de ça. Mais n'empêche, on a quand même pensé à eux et on s'est dit ils seraient bien. Alors je ne vais pas repartir sur tous les aspects techniques. On a quand même focalisé pas mal sur le rôle des smart grids. On sent bien que c'est un sujet commun à plusieurs établissements et qu'il y a sans doute du travail à faire là-dessus. On a imaginé aussi des robotaxis, des drones, comment on peut faciliter la mobilité. Pendant l'atelier, on a beaucoup parlé de mobilité, mais sans oublier l'aspect habitat. Et puis on a aussi une importance cruciale du rôle des matériaux, parce que c'est pas parce qu'on fait une ville électrique durable à un endroit, s'il faut apporter des matériaux et puis déshabiller la planète de l'autre côté, c'est pas forcément la meilleure chose. Donc il y a des aspects d'analyse de cycle de vie, d'extraction, disponibilité des matériaux qui sont étudiés, intégrés dans ce genre de questions. On s'est aussi posé la question sur les nouveaux usages. C'est vrai qu'actuellement, il y a sans doute des ruptures technologiques ou des ruptures organisationnelles à faire. Aujourd'hui, chacun a un peu sa voiture, et on voit qu'il y a une transformation qui commence avec des choses comme Blablacar, des choses comme la mise à disposition des voitures électriques en ville.
eh bien c'est sans doute peut-être un nouveau modèle qu'il faut construire sur ces villes-là pour les transformer avec non pas un véhicule pour chaque personne, mais un véhicule qui soit beaucoup plus partagé. Et ça veut dire qu'il faut créer sans doute des nouveaux business models derrière. C'est ce qu'on a appelé les approches, les réflexions sur les approches économiques. Et puis, comment mieux partager ces véhicules. Il y a aussi la question de nouveaux utilisateurs, des nouveaux usages sur les villes avec un autre rue qui est utilisée, qui sert aussi à la production d'énergie, au transport d'énergie, voire au stockage. On peut imaginer que la route, elle sert à différentes choses en même temps. Et puis, c'est là qu'il manquait un peu les gens de SHS, de sciences humaines, c'est la question de l'acceptabilité, tant au niveau des coûts, au niveau des personnes humaines. La ville électrique, elle peut avoir des aspects positifs, avec moins de diffusion de particules au freinage, si on a des freinages électromagnétiques sur des véhicules électriques, on va avoir moins de pollution. Par contre, on peut avoir des aspects négatifs sur une pollution qui est déplacée vers d'autres sites. Donc une fois qu'on a dit tout ça, on s'est posé la question de ce que d'autres appelaient la carte des compétences. Alors, on n'a pas dit qu'il nous faut une carte des compétences. Nous, on a fait le descriptif de faire le tour des établissements en disant quelles compétences ils ont pour répondre à cette question de qu'est-ce que c'est que la ville électrique, la ville électrique durable, est-elle durable? Quelles sont les compétences qui existent dans les différents établissements? Donc pour le IVP, eh bien, les gens qui étaient là nous ont parlé de leur département informatique, de compétences en génie urbain. Pour les SAVT, la conception aménagement dans l'ensemble des villes, avec tout un ensemble de compétences que je ne cite pas ici. Le NSG nous a parlé de ces bases de données géographiques, où ils travaillent dessus avec des projets pour améliorer la qualité des bases de données. Et on en aura besoin si on veut bien localiser les véhicules derrière. Et puis l'ISE nous a parlé notamment de son département énergie-santé, avec des travaux sur le smart grid et des travaux sur tout ce qui est système embarqué dans les véhicules, qui pourrait servir à la ville électrique durable. Pour l'IFSTAR, on a fait un petit peu le tour avec des choses sur l'énergie, des choses sur tout ce qui est comment on peut organiser le transport au niveau gestion des flux, etc. Au niveau du département 1, donc là on a fait les différents départements, il y a tout ce qui est nuisance environnementale. Sur schémast, matériaux et structures, on a des matériaux qui peuvent être recyclés. Il y a aussi le problème de l'intégration des différents systèmes dans la route. Chez TS2, travaille beaucoup sur la sécurité, l'aspect sécurité des usagers et autres. Et puis à Gers, il y a la production d'énergie, si on parle d'énergie géothermique. Donc on ne s'est pas limité à l'énergie électrique, mais on a aussi regardé un peu les autres sources d'énergie qu'il pouvait y avoir. Et puis enfin, il y a sans doute un lien à faire avec SandCity, parce que tout ça, ça va demander beaucoup de capteurs. À UPEM, qui n'était pas là, mais on sait qu'il y a des départements sur la chimie des matériaux, sur les télécoms avec l'IGN, des travaux qui sont faits en commun. Et puis on se dit qu'il y a une dimension SHS avec sans doute faire un retour d'expérience avec des historiens de la ville, en se disant, Marne-la-Vallée, il y a 30 ans, c'était la ville modèle pour demain, puis maintenant on s'aperçoit que c'était peut-être pas la ville modèle, donc pour ne pas refaire les erreurs, et bien faire un peu un retour d'expérience sur les différentes villes qui ont été construites pour construire la ville durable de demain. Alors, quand on se projette tout ça, on voit qu'on a plein de composantes qui existent dans les différents établissements de l'UCIB. Et puis, ça peut permettre de commencer déjà à imaginer des projets pour l'UCIB. Alors, une première idée qui a été sans doute liée aux visites d'hier, c'est qu'on a visité un Fab Lab hier, et il y en a qui se sont dit, si l'UCIB pouvait permettre de faire des Fab Cities, des Fab Cities suivant les différents types de villes, pour pouvoir demain générer phosphorer sur comment on développe une nouvelle ville et le nouveau mode de transport à l'intérieur de ces villes. Et puis il y a sans doute une formation qui est possible sur les smart cities et les smart grids, parce que les smart grids, c'est un thème qui revient assez souvent. Alors à quel niveau? Sans doute au niveau master et doctoral, ça pourrait se faire assez rapidement. Donc une formation à développer pour la nouvelle UCIB, qui serait une nouvelle opportunité de formation. On s'est posé aussi comment articuler tout ça avec la recherche par et à la formation, et puis comment intéresser en fait les étudiants à ce nouveau master qui serait
un peu différent. Il y a des préoccupations si on veut développer une nouvelle filière, en fait, c'est à quel niveau on la met, et puis comment on fait pour intégrer les syndicats professionnels dedans. Ensuite, il y a eu plusieurs pistes qui ont été évoquées, mais que je ne vais pas développer ici. Donc la ville électrique est-elle durable? On n'a pas la réponse, mais je dirais qu'au niveau du cible, on a tout le monde, tous ensemble, on ne peut pas participer pour trouver la réponse tous ensemble. Donc ça montre bien que sur une question pareille, le cible, c'est l'avenir de demain. Merci.